avec la Morola Sabin Tchodaton, James William Ogbagidi, pas de pause. Donc voilà, bienvenue dans les clés du monde. Premier thème en débat, le retour des démons électoraux. C'est une interrogation à quelques jours des élections générales au Kenya. Des incertitudes planent sur le scrutin. Elles sont relatives à la liste électorale, l'annulation du contrat d'impression des bulletins de vote et le décès du ministre de l'Intérieur du pays survenu il y a quelques jours seulement. James William Ogbagidi, que se passe-t-il exactement au Kenya? Au Kenya, on dirait que les circonstances se réunissent dans un complot national, même un complot international pour empêcher le déroulement des élections. Et je ne dirais pas que les circonstances sont humaines, mais les circonstances sont au-dessus des humains. Ce qui se passe au Kenya, c'est qu'il y a tous les éléments que vous avez cités. Il y a donc le décès du ministre de l'Intérieur qui, il y a quelques jours, c'était samedi matin à la surprise générale. Et il y a également l'annulation par la haute cour de justice de l'attribution du marché d'impression des bulletins de vote aux prestataires désignés par la commission électorale du pays. Et puis, il y a donc tous ces éléments qui laissent envisager un possible report du scrutin au Kenya. Alors, que se passe-t-il? Il y a 5 ans environ, Raila Odinga, opposé à Uhuru Kenyatta, s'est fait battre. Uhuru Kenyatta a été élu président de la République du Kenya. On sait que Uhuru Kenyatta, c'est le fils du père fondateur du Kenya, de celui qu'on peut appeler sans risque le père de la nation kenyane, père de l'indépendance. Il s'est battu à la tête de ces Momo, il est de l'ethnie Kikuyu. Il s'est battu pendant longtemps pour que le Kenya obtienne son indépendance. Et puis, en 1963, Jomo Kenyatta a réussi effectivement donc à amener ce pays à l'indépendance. Depuis, le pays a connu des épisodes de dictature. Vous savez, le seul pays en Afrique à n'avoir pas connu de dictature, c'est le Botswana. Et puis, le pays a sombré dans la dictature. La restauration de la démocratie aux confins des années 90 a touché également le Kenya. Les présidents se sont succédés, Daniel Arap Moi, on a connu Mwai Kibaki, et puis actuellement Uhuru Kenyatta, qui donc, depuis qu'il est élu, d'abord les élections qui l'ont porté au pouvoir ont été quelque peu contestées par son adversaire, et puis par la suite, il faut noter qu'il y a eu des violences électorales en 2007-2008. Aujourd'hui, en tout cas, Uhuru Kenyatta, président de la République, se présente avec son vice-président William Ruto, qui fut un adversaire par le passé, mais avec qui il a constitué un ticket pour se porter à l'élection présidentielle. Uhuru Kenyatta donc se présente pour cette prochaine élection pour renouveler son mandat. Et voilà donc autant de situations qui se posent. La commission électorale du Kenya a commis l'erreur, semble-t-il, en tout cas selon ce que la haute cour de justice saisie par l'opposition a donné comme verdict, de décider pratiquement seule de l'instance de la société, en tout cas du prestataire qui va imprimer et distribuer les bulletins de vote dans l'ensemble du pays. Or, cette décision devait se prendre suite à une concertation avec toutes les entités, tous les partis politiques engagés dans l'élection présidentielle. Dès que le choix s'est porté sur ce prestataire qui est originaire de Dubaï, l'opposition a protesté, a saisi la haute cour de justice pour trancher, et la haute cour de justice vient de trancher. Alors, le problème que pose la décision de la haute cour de justice, je rappelle que l'élection doit avoir lieu le 8, les élections générales doivent avoir lieu le 8 août prochain, ce qui signifie qu'il n'y a plus que quelques jours pour y arriver. Alors, cette élection-là qui devrait avoir lieu, il est indiqué, il est demandé que les documents électoraux, les bulletins de vote soient imprimés au plus tard le 18 juillet et la distribution devrait commencer donc à partir de ce 18 juillet vers les centres électoraux. Le problème donc aujourd'hui, c'est que la distribution n'a pas commencé, l'impression a été arrêtée net par la décision de la haute cour de justice. Le 18 juillet s'est passé hier. On n'a pas la certitude aujourd'hui de pouvoir tenir les élections parce que la loi prévoit que le 18 au plus tard, la distribution des
des bulletins de vote dans les différents bureaux devraient commencer à être acheminés. Donc il y a ce risque de report du scrutin. Et puis le président Kenyatta refuse de son côté tout report de l'élection présidentielle. Il estime qu'il n'y aura pas de vide constitutionnel. Il ne veut pas assumer donc un vide constitutionnel, même si l'opposition n'a pas réclamé formellement pour le moment qu'il démissionne au cas où il y aurait un vide électoral. Et c'est dans cette circonstance que le samedi matin, à la surprise générale, alors qu'il participait lui-même à la campagne électorale de son leader, le ministre de l'Intérieur, tout puissant ministre de l'Intérieur au Kenya, il décède, certainement d'un arrêt cardiaque. La campagne électorale, elle est rythmée, sans doute, donc a-t-il fait un peu trop d'efforts. Il est tombé raide, mort. Il a été automatiquement, dès samedi, remplacé par le ministre de l'Agriculture, si je ne m'abuse, qui est aussi un fidèle du président Kenyatta. Mais dans cette circonstance-là, vous pouvez comprendre naturellement que le scrutin du 8 août prochain peut connaître de sérieux problèmes. Dans ces conditions, pendant ce temps, comment se déroule sur le terrain la campagne électorale, puisqu'elle a été lancée? Oui, la campagne électorale a été lancée et l'opposition, comme le camp Kenyatta, mène de façon très ardue cette campagne électorale. On voit sur le terrain l'opposant Raila Odinga qui ne cesse d'attaquer le président Kenyatta, qui ne cesse d'attaquer le bilan du président Kenyatta, dont il conteste la manière dont il est arrivé au pouvoir il y a 5 ans. Il conteste également les décisions prises pendant ce règne. Il l'accuse également d'être responsable du report par le Kenya de la décision de commencer à exporter le pétrole, parce que le Kenya a découvert du pétrole. Le Kenya a commencé a mis en place les structures nécessaires pour l'exploitation des gisements pétroliers du Kenya. Et il y a également les violences dans le pays qui sont du fait des Chebab somaliens, les milices islamistes Chebab qui sévissent donc en Somalie. On sait que le Kenya a envoyé un détachement dans l'AMISOM, la force de l'Union africaine qui se trouve en Somalie. Et les Chebab, donc, pas en représailles à cette présence des soldats kenyans en Somalie, donc attaquent régulièrement le territoire kenyan et massacrent autant qu'ils le peuvent des populations civiles ou même des militaires. Et le candidat Raila Odinga accuse le président Kenyatta d'être responsable en partie des dysfonctionnements en termes de sécurité que connaît donc le pays et qui sont donc à l'origine de cet affaiblissement de l'armée nationale kenyane. Donc la campagne, elle est dure. Et il faut également noter qu'il y a une forme de fanatisme ethno-politique dont Raila Odinga aujourd'hui semble être le porteur. Pour la petite anecdote, je vous dis, il a demandé par exemple à ses partisans de s'abstenir de toute relation sexuelle jusqu'à ce que les résultats soient proclamés. À partir du moment où la campagne a été lancée... Quel rapport avec les élections? Voilà, c'est sans doute un rapport métaphysique que lui, il y voit. Il dit, et il le fait entendre assez pertinent, que dans le cas où ils s'abstiendraient tous unanimement de ces rapports avant les résultats, il y a toutes les chances qu'il gagne donc l'élection. Et c'est cela même qui lui donne l'impression qu'il est en train de passer du stade de personnalité politique crédible. Il a été Premier ministre dans le pays quand il avait remporté les législatives sous Mwai Kibaki, de passer aujourd'hui dans la phase de la fanatisation un peu. C'est donc ce que l'on reproche en tout cas à Raila Odinga. Il est très présent sur le terrain et il semblerait même qu'il ait des chances d'emporter l'élection présidentielle parce que quelques jours avant la fin des inscriptions sur les listes électorales, on a constaté un grand engouement dès lors que Raila Odinga a été retenu par le parti l'Alliance NASA, pour porter les couleurs de cette alliance. Alors qu'au départ, il y avait plusieurs candidats au sein de l'Alliance. C'est vrai qu'il n'apparaissait pas comme étant un candidat incontesté au sein de l'Alliance. Et puis, à l'issue des primaires au sein de l'Alliance, quand il a été choisi, on a vu automatiquement un grand bond dans les inscriptions sur les listes électorales, ce qui laisse envisager possiblement que les électeurs qui voulaient
le porter au pouvoir se sont déplacés à ce moment-là et que les résultats peuvent s'en ressentir. Cela a-t-il inquiété le parti au pouvoir? Forcément, bien sûr, forcément. Et peut-être est-ce là une des raisons pour lesquelles le président Kenyatta ne veut surtout pas faire reporter le scrutin, parce qu'en cas de report du scrutin, il y a peut-être des risques qu'on parle encore une fois de corriger les listes électorales. Oui, parce que justement, oui, les listes électorales posent problème. La commission électorale a recensé environ 86 000 personnes sur les listes qui ne sont plus de ce monde, donc ils ont déjà décédé. Leurs noms sont toujours sur les listes électorales. Et la commission elle-même a laissé entendre que ça, c'est pour ceux qui ont été découverts, qu'il y a peut-être des risques qu'il y ait encore des milliers, voire des centaines de milliers de personnes sur les listes électorales qui sont déjà décédées, mais dont les noms toujours continuent de figurer dans la liste. L'opposition s'en est saisie automatiquement de cette nouvelle pour dire que c'est de cette manière-là que Raila Odinga a pu se faire élire président de la République il y a 5 ans et que c'est de la même manière que Mwai Kibaki s'est fait de nouveau reconduire il y a donc 10 ans à l'occasion des violences électorales dont nous avons parlé. Et parlant de violences électorales, faut-il les craindre avec ce flou-là qui s'installe dans le pays? Oui, il y a lieu de craindre les violences parce que déjà, c'est pratiquement la dernière chance pour Raila Odinga, soutenu par quand même une bonne partie de la population, de se faire élire président de la République. Raila Odinga, il a 72 ans aujourd'hui. Il fait partie des personnalités politiques les plus influentes du pays. Il a été Premier ministre. Il était tout près de devenir président de la République. D'ailleurs, à l'occasion des élections de 2007, il est presque certain que c'est lui qui avait gagné, mais Mwai Kibaki avait refusé de reconnaître sa défaite et dans des négociations auxquelles se sont mêlés les acteurs internationaux, notamment les Nations Unies, on a dû convaincre Raila Odinga de prendre le poste de Premier ministre avec l'autorité politique, avec donc le pouvoir exécutif et Mwai Kibaki est resté président de la République avec des fonctions quelque peu limitées. Cette transition de 5 ans étant finie, Raila Odinga pensait pouvoir devenir président de la République, mais est apparu sorti de quelque part le fils de l'ancien président, c'est-à-dire Uhuru Kenyatta, qui s'est allié à un ancien allié de Raila Odinga, c'est-à-dire William Ruto. Les deux ont porté le ticket gagnant. Raila Odinga a été battu, mais cette fois-ci, il semble qu'il n'ait pas l'intention de reconnaître une quelconque défaite. Et puis, il faut aussi dire que cette rivalité ethnique oppose de façon de plus en plus évidente l'ethnie de Raila Odinga, les Luo, au Kenya, au Kikuyu, qui sont donc l'ethnie de Jomo Kenyatta, de Uhuru Kenyatta et consorts. Donc, les violences ethniques commencent à apparaître dans le pays, notamment à l'occasion de cette campagne électorale. Elles ne sont pas encore de nature aussi évidente que celle de 2007, mais quand même, elles commencent déjà à inquiéter. Et avec les événements que nous avons cités plus haut, les risques de report du scrutin, les risques de fraude électorale et consorts, il y a effectivement lieu de craindre que des violences ne surgissent et donc le retour de ces vieux démons. Et le scrutin sera-t-il reporté avec tous les éléments que vous avez développés? Il y a la Haute Cour de justice qui est attendue pour donner une décision définitive parce que quand elle a rendu sa première décision de suspension de l'attribution du marché d'impression des cartes, des bulletins de vote à ce prestataire originaire de Dubaï, la commission électorale a interjeté appel. L'appel de la commission électorale n'a pas encore connu de réponse. Et si la commission, la Haute Cour de justice donne raison à la commission électorale, l'impression des cartes devrait continuer. Je pense qu'on pourrait déroger sur la date du 18 juillet. De toute façon, on n'a plus le choix. On pourrait déroger sur la date du 18 juillet pour le début de la distribution dans les bureaux de vote. Le plus important étant, à mon sens, que les bulletins de vote soient présents dans les bureaux à la date du scrutin. Donc, si la Cour décide aujourd'hui que la commission électorale avait raison, le processus va pouvoir continuer. Mais si jamais la Cour décide que la commission électorale n'avait pas raison, si elle maintient la décision de suspension, il faudra choisir un nouveau prestataire, recommencer l'impression des bulletins de vote et ça va prendre du temps
avant qu'on arrive à la distribution dans tous les bureaux de vote, je ne suis pas sûr que la date du 8 août puisse être respectée. Au Gabon, on parle également du report d'élections législatives prévues normalement pour avoir lieu ce 29 juillet ont été de nouveau reportées par la Cour constitutionnelle. Pourquoi le nouveau report des législatives au Gabon? Oui, alors cette décision de report des législatives qui vient de tomber encore une fois procède d'une saisine initiée par le Premier ministre du Gabon qui a sollicité de la part de la Cour constitutionnelle un délai supplémentaire pour mettre en œuvre les réformes issues du dialogue politique organisé par le pouvoir et qui donc a abouti à des propositions je dirais cosmétiques de réformes, mais des propositions de réformes quand même, notamment l'organisation de l'élection présidentielle en 2 tours. Pour mettre donc en œuvre toutes ces réformes, le gouvernement gabonais a estimé avoir besoin de temps et donc a demandé aux autorités, à la Cour constitutionnelle de lui permettre donc de reporter les élections de quelques mois. Ils ont même demandé presque 2 ans, pratiquement 18 mois, ce que la Cour constitutionnelle a accepté en reportant les élections jusqu'à l'année 2018. L'opposition qui a été prise de court avait elle aussi organisé un dialogue national. Ce que l'on perçoit dans cette décision de la Cour constitutionnelle, c'est comme un blanc-seing donné au dialogue organisé par le pouvoir politique. En réalité, il n'y a rien dans la constitution gabonaise qui implique ou qui impose l'organisation de ce dialogue politique. Le dialogue politique qui a eu lieu n'a donc pas vocation à s'imposer à la Constitution, n'a pas vocation à obliger la Cour constitutionnelle à reporter la date du scrutin. C'est ce dialogue politique qui a même été contesté par une partie de la classe politique qui a été rejeté naturellement par le candidat Jean Ping, l'adversaire de Ali Bongo à l'occasion de l'élection présidentielle. Ce dialogue politique donc ne devait pas forcément être pris en compte par la Cour constitutionnelle et être la raison d'un report de l'élection, des élections législatives. Mais c'est ce que nous avons, en tout cas pour ma part, avec surprise, constaté. La Cour constitutionnelle a considéré que ce dialogue, les résultats issus de ce dialogue avaient une valeur suffisante, une valeur juridique suffisante pour que l'on reporte les élections afin que ces résultats-là soient intégrés à la Constitution, en tout cas, ou bien intégrés dans le cadre des réformes qui sont envisagées. Et c'est pour cette raison qu'on a donc abouti à ce nouveau report, parce qu'il faut signaler qu'il y en a déjà eu un en décembre dernier. Comment l'opposition a-t-elle accueilli ce report? Bien entendu, l'opposition est très vent debout contre ce report. L'opposition n'est pas d'accord. L'opposition, justement, épouse les arguments que je viens d'avancer. Le dialogue organisé par le pouvoir politique, par le pouvoir de Ali Bongo, n'est pas un dialogue constitutionnel. Ce n'est pas un dialogue prévu par la Constitution. Jean Ping et ses partisans sont totalement opposés à cette idée de report des élections. De toute façon, d'ailleurs, il faut noter que Jean Ping entendait boycotter les élections législatives parce qu'il estime être le président élu de la République du Gabon et que tant que cette victoire qu'il aurait obtenue à l'occasion de la dernière élection présidentielle ne sera pas reconnue, il n'entend pas du tout collaborer, participer à un quelconque processus électoral. C'est ainsi qu'il n'a pas envoyé de représentants à l'occasion du dialogue en question. Il n'a pas non plus voulu que ses partisans participent, mais finalement on a constaté qu'il y a déjà une scission dans son camp. Certains de ses alliés de l'élection présidentielle avaient annoncé leur participation aux élections législatives. Ce nouveau report, en tout cas, vient encore mettre en cause cette désunion que l'on commence à constater au sein des partisans de Jean Ping. Merci à vous, James William Gbagidi. C'était donc Les Clés du Monde, un programme organisé par Eden Télévision et Diaspora FM.